Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver en cette matinée pour répondre à 3 nouvelles questions posées par nos amis internautes sur les réseaux sociaux. Donc sans tarder, on va commencer par la question de Karim qui pose la question du traitement, si vous voulez, par l'administration fiscale du rappel en quelque sorte de l'IRG salaire lorsque celui-ci n'a pas été fait par l'employeur, ainsi que bien entendu le cas des acomptes provisionnels IBS lorsque la société a failli de les payer, soit carrément, soit à temps. D'accord ? Donc, en effet, nous n'avons pas encore eu le temps d'aborder, si vous voulez, mes amis, cette question. En effet, pour ce qui est de l'IRG salaire, en effet, lorsque l'employeur a failli à son obligation de prélever à la source l'IRG sur le salaire de ses associés, eh bien le redressement par l'administration fiscale ne sera pas effectué de manière classique, c'est-à-dire en recherchant sur la base bien entendu du salaire cotisable, du salaire imposable, des abattements, etc. Quel est, si vous voulez, l'IRG salaire que va devoir payer l'employeur au titre de chaque salarié pour chaque salaire, etc. Par simplification, mes amis, l'article 130 du Code des impôts directs prévoit d'appliquer un taux unique forfaitaire de 20% sur la masse salariale brute imposable et bien entendu, ça va être le montant dégagé à partir de l'application de ce taux et la majoration, c'est-à-dire la pénalité qui sera appliquée, elle est de 25% fixe conformément à l'article 134 alinéa 2 du Code des impôts directs. Maintenant, qu'en est-il des acomptes IBS? Donc vous savez mes amis, les sociétés de capitaux ou assimilés, c'est-à-dire telles que les SARL, doivent, si vous voulez, payer les acomptes provisionnels sur, bien entendu, 3 échéances, à savoir entre le 20 février et le 20 mars pour la première, la deuxième échéance intervient entre le 20 mai et le 20 juin, et enfin la troisième et dernière échéance entre le 20 octobre et le 20 novembre. Donc mes amis, vous savez, le montant de chaque acompte doit être égal à 30% du montant de l'impôt payé au titre de l'année précédente. Eh bien, mes amis, le défaut de paiement de ces acomptes ou le retard mis dans le paiement de ces acomptes expose la société à une majoration de 10%, d'accord ? Une majoration fixe qui ne va pas augmenter en fonction du temps, d'accord ? Donc, quel que soit, souvenez-vous, c'est 10% de majoration au titre de l'IBS qu'il y ait retard ou qu'il y ait carrément défaut. D'accord ? Parfait. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question de notre ami Mohamed qui pose la question suivante. Ayant réévalué une construction, est-ce que nous devons rapporter au résultat imposable l'écart de réévaluation dans les 5 années à venir? Donc voilà Mohamed, j'imagine que vous avez probablement confondu avec un autre article du même code des impôts directs, d'accord? Donc en effet, lors de la transition, du passage vers le système comptable financier, le règlement fiscal, c'est-à-dire l'article 185 que vous citez dans votre question ici implicitement, prévoit, si vous voulez, stipule, préconise de rapporter au plus tard à la fin de la 5e année suivante, c'est-à-dire le passage au SCF, tous les écarts de réévaluation figurant au bilan à la veille de l'entrée en vigueur du système comptable financier, c'est-à-dire tous les écarts de réévaluation logés dans le poste 105, écarts de réévaluation, doivent être imposés dans les 5 années à venir, c'est-à-dire au plus tard au 31 décembre 2014. Donc vous voyez bien mes amis, il s'agit ici d'une mesure transitoire qui vise à assainir les anciens écarts de réévaluation. Qu'en est-il maintenant des écarts de réévaluation opérés, effectués au-delà du 1er janvier 2010? Eh bien mes amis, l'article 186, vous voyez bien, c'est l'article qui vient juste après. Article 186, il stipule
que les écarts de réévaluation, bien entendu, donc les suppléments aux amortissements émanant de cette réévaluation doivent être rapportés aux résultats imposables sur la durée résiduelle, si vous voulez, de l'amortissement de l'immobilisation en question. Donc nous avons une construction, ici, dans votre cas, si la durée résiduelle d'amortissement est de 20 ans, donc à la fin de chacune des 20 années à venir, nous allons sûrement dégager un supplément d'amortissement qui est égal à la nouvelle dotation aux amortissements moins la dotation ancienne que l'on pratiquait avant la réévaluation. Eh bien cet écart, mes amis, il faudra le réintégrer, c'est-à-dire le réinjecter, le rapporter au résultat imposable sur 20 années, c'est-à-dire autant d'années qu'il nous reste pour amortir, bien entendu, ce bien. Donc, souvenez-vous, l'écart de réévaluation, nous avons dit qu'il est inscrit en capitaux propres 105, il va rester tel quel, mais le retraitement, les réintégrations vont se faire d'une manière extra-comptable, d'accord? Donc, c'est dans le tableau 9 que je vais réintégrer le supplément aux dotations aux amortissements. Je connais la nouvelle dotation. Je connais l'ancienne, l'écart bien entendu doit être rapporté au résultat pour l'imposer et ceci bien entendu mes amis c'est dans un souci si vous voulez d'assurer la neutralité fiscale de la réévaluation naturellement parce que la réévaluation en elle-même n'est pas une opération réelle, mais c'est une opération artificielle qui vise à peu près à donner à une immobilisation sa valeur de marché, donc pour un petit peu augmenter nos capitaux propres et pour donner une image plus fidèle de notre patrimoine, de ce que représente notre potentiel de production. Ok? Donc j'espère que le message est passé, il ne faut pas confondre les réévaluation au 31/12/2009 et les réévaluations qui interviendront plus tard, c'est-à-dire en régime de croisière. Parfait. Troisième et dernière question, mes amis, elle nous vient de Naïma qui pose la question suivante. L'un des associés de notre société SARL, qui comprend 5 associés, a cédé toutes ses actions à un nouvel associé entrant, c'est-à-dire il y a le remplacement d'un associé par un autre. Donc en question, elle nous demande quelles sont les écritures comptables que je dois comptabiliser dans les livres comptables de la SARL, de la société. Donc mes amis, rapidement, en fait, cette opération, cette transaction, cette cession de parts sociales, comme vous le savez, elle n'impacte en aucun cas le patrimoine de la SARL qui garde son capital inchangé, le nombre de parts non modifiées. Donc ça se joue, si vous voulez, en dehors de son patrimoine. Donc en principe, il n'y a aucune écriture comptable à enregistrer dans les livres comptables de la SARL. C'est une opération, nous avons dit, qui se passe entre un cédant, on va dire un associé A, bien entendu qui cède ses parts sociales à un associé entrant qu'on va appeler par exemple B. Ici, ça ne concerne que A et B et la SARL n'a rien à voir en fait dans cette session-là. Mais par contre, il y a des modalités, peut-être qu'il est utile de rappeler ici mes amis. Vous savez, dans les SARL, et plus encore dans les sociétés en nom collectif, on ne peut pas céder librement les parts sociales comme on le fait par exemple dans une société par action SPA. Donc on peut céder sans avoir l'aval, l'autorisation de quiconque pour céder nos parts sociales dans une SPA. Ce qui est différent, mes amis, dans une SNC. Dans une SNC, s'il y a un seul associé qui s'oppose à l'entrée, si vous voulez, d'un associé ou un changement de la configuration du capital dans la SNC, si vous voulez, ça peut carrément conduire à la cessation, à la cession, à la dissolution de la SNC. D'accord? Dans le cas de la SARL, ce n'est pas tout à fait absolu, mais il faut quand même avoir, si vous voulez, l'aval des détenteurs de 75% du capital, c'est-à-dire ceux qui détiennent 3/4 des parts sociales doivent donner leur consentement, doivent donner leur aval, leur acceptation pour que cette cession ait lieu. Ok? Donc, bien entendu, pour ce faire, il faut que les associés se réunissent en assemblée générale extraordinaire. Pourquoi?
tout simplement parce qu'on va modifier les statuts et les statuts seront modifiés sous la forme authentique devant un notaire et bien entendu si on modifie les statuts donc on va modifier également le registre de commerce parce que le nom du nouvel associé il sera inscrit sur le registre de commerce. Ça appelle également dans les mêmes conditions la publication au journal si vous voulez des annonces qu'on appelle le BOAL, c'est-à-dire le bulletin officiel des annonces légales. Maintenant pour ce qui est de la fiscalité lié à cette transaction, mes amis, vous savez tout d'abord il y a des droits d'enregistrement sur la transaction, donc au moment où le cédant et le cessionnaire passent par devant notaire, ils doivent payer entre ses mains des droits d'enregistrement et bien entendu si la valeur de cession est minorée, c'est-à-dire par rapport à la réalité de la transaction, le fisc peut éventuellement redresser la situation, n'est-ce pas? Et puis sur le plan de l'impôt indirect, pour ce qui est du cédant, si éventuellement il réalise ce qu'on appelle une plus-value, la plus-value bien entendu, c'est la différence entre la valeur de cession et naturellement la valeur nominale de la part sociale, si vous voulez, s'il la détient, on va dire, depuis la création ou depuis, si vous voulez, l'acquisition de cette part, d'accord? Donc prix de cession moins prix d'acquisition, si ça dégage une plus-value, cette plus-value est soumise à un impôt IRG de 15% qui est à la charge personnelle de l'associé cédant, c'est-à-dire celui qui cède, celui qui vend, c'est part sociale. Donc voilà mes amis, j'espère que j'ai répondu brièvement à ces 3 questions et vous avoir donné suffisamment de lumière pour mieux voir et pour voir plus clair au sujet de ces questions. J'espère vous retrouver très bientôt autour de nouvelles questions. D'ici là, portez-vous à merveille. Au revoir.